Et si les applications de rencontres n'étaient que la première étape d'un plan beaucoup plus grand? Un projet dont l'objectif serait de contrôler toutes les relations humaines, quelque chose qui pourrait nous mener à la surveillance totale de la reproduction, et même peut-être, en dernière instance, à une régulation, voire carrément une automatisation des naissances. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors je sais, dans mon introduction, j'ai employé des mots comme plan, comme contrôle de la population, régulation, alors peut-être que vous êtes en train de penser que je vais vous dérouler une théorie complotiste. Et franchement, j'aimerais bien que ce soit le cas. La vérité, c'est que c'est bien pire que ça. En fait, j'ai utilisé le mot de plan, mais le plus judicieux, ce serait d'utiliser le mot de glissement. Parce que si on arrive un jour dans une société qui contrôle les naissances grâce à une intelligence artificielle surpuissante, par exemple, ou grâce à la synthèse biologique en laboratoire, je ne pense pas que ce soit le fait d'une dictature technologique à proprement parler. Malheureusement, ce sera le fait d'une volonté collective. En fait, ce sera le résultat de notre envie toujours plus grande de tout maîtriser, de tout mesurer, de tout contrôler et de tout optimiser. On adore tellement la science, et à juste titre, à bien des égards, parce que la science, elle nous a apporté énormément de choses. Mais on a tendance à l'adorer à un tel point que c'est vraiment de l'adoration quasiment comme une divinité. On lui attribue des pouvoirs qui, je pense personnellement, elle n'a pas forcément. C'est-à-dire qu'on lui attribue la capacité d'optimiser absolument tous les processus de l'humain. Je veux dire, on a quand même inventé les sciences politiques. Disons que c'est quand même éloigné de disciplines comme la physique ou les mathématiques, qui sont des réelles sciences dures. Donc en fait, si on a réussi à si on a réussi à scientiser des disciplines comme la politique, mais aussi des trucs comme la sociologie, la psychologie humaine, on peut scientiser la reproduction. Parce que la reproduction, pour le coup, c'est de la biologie. Et la biologie, c'est une science dure. Et quand je dis science dure, et du coup avec ce cheminement logique, on peut arriver à cette question de si on veut absolument optimiser tous les aspects de la vie, pourquoi ne pas optimiser la reproduction? En gros, au lieu de galérer à chercher le partenaire idéal en enchaînant des dates foireux, est-ce qu'on ne devrait pas, grâce à notre maîtrise de la science et de la technologie, inventer une méthode ou quelque chose, un procédé qui nous permette d'identifier rapidement et surtout sans erreur le fameux partenaire idéal pour maximiser, optimiser la transmission de nos gènes. Et c'est là qu'on y revient, enfin, me direz-vous, aux applications de rencontres. Parce que oui, les Tinder et compagnie, dans le meilleur des mondes, si j'ose dire, et vous allez comprendre plus tard, ces applications nous permettent de trouver un partenaire de vie avec qui passer le restant de nos jours et avec qui fonder une famille, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle application de rencontre qui est apparue depuis quelques années qui s'appelle Hinge et qui a un slogan qui est assez parlant, qui est l'application qui doit être supprimée. Enfin, c'est quelque chose comme ça. J'espère que c'est pas exactement ça, parce que sinon le marketing est pourri. Ah voilà. C'est l'application destinée à être supprimée. C'est quand même mieux formulé. Et donc là, c'est assez clair. Le but de l'application, c'est pas d'enchaîner les dates ou de faire des coups d'un soir, c'est vraiment de trouver le partenaire idéal. Et après, on supprime l'appli, basta. Et d'ailleurs, je crois que l'application fonctionne un petit peu différemment que les Tinder et compagnie, que les applications classiques, on va dire. C'est-à-dire que je crois que sur Hinge, il y a ce côté un petit peu profiling, optimisation du profil, c'est-à-dire collecte de données pour établir un profil utilisateur et proposer des utilisateurs entre eux pour qu'il y ait plus de matchs, en gros des utilisateurs de plus en plus compatibles, un petit peu pour affiner la recherche, dans un objectif de trouver des partenaires qui nous correspondent. Bref, en fait, ce genre d'appli, ça nous montre que le concept des systèmes qui nous aident à rencontrer des gens et à trouver nos partenaires de vie, il est encore potentiellement améliorable, optimisable. Et on pourrait aboutir, du coup, si on considère que ça fait que 10 ans que les applications de rencontres existent, et qu'on en est donc au début, ça pourrait aboutir dans le futur à une sorte de super application de rencontre qui soit hyper optimisée, fiable à 100% et qui nous permette de rencontrer le partenaire idéal. Et là, ça m'a fait penser à un épisode de Black Mirror. Alors, si vous avez regardé la vidéo sur ma chaîne principale, peut-être que vous avez remarqué et que vous connaissez Black Mirror. Du coup, j'ai re-regardé cet épisode quand j'y ai pensé au moment de faire le montage. Et du coup, j'ai inclus pas mal de clips dedans, dans la vidéo de la chaîne principale, parce que je trouve que c'est hyper parlant. En fait, c'est dans la saison 4, je sais plus exactement quel épisode, mais il s'appelle Hang the DJ. Donc ça veut dire pendez le DJ, je pense que ça se traduit comme ça en français. Et en fait, ça parle exactement de ça. C'est-à-dire qu'on suit un homme et une femme qui se sont inscrits dans quelque chose qui s'appelle le système. Et en gros, ils ont un appareil qui ressemble vraiment à un smartphone, hein, sauf qu'il est rond, mais ça tient dans la poche, et ils l'ont toujours sur eux, ils lui demandent des conseils, enfin c'est tout pareil.
Et donc ce smartphone, cet appareil, il leur assigne des matchs, c'est-à-dire des rendez-vous obligatoires avec certains partenaires. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus de ça, à chaque nouvelle relation, leur appareil leur donne une durée d'expiration. Donc ils vont rester avec la personne pendant parfois quelques heures, mais parfois plusieurs mois, plusieurs années, ça dépend vraiment de ce que leur dit l'appareil. Et pendant ce temps, le système, il collecte des données. Il crée un profil de l'utilisateur en fonction de comment il vit chaque relation, de ses expériences, ses ressentis, de comment il réagit. Et grâce à ce fameux profil qui a été dressé à travers ce processus, un processus d'essai et d'erreur en fait, on pourrait dire, parce que c'est exactement comme ça que ça s'appelle en science. On fait des expériences qui ont pour but d'être renouvelées, ça peut être des réussites ou des échecs, mais grâce à ces expériences et aux résultats de ces expériences, on affine notre compréhension du monde, on affine une théorie, on rejette des hypothèses, etc. C'est exactement ce qui se passe dans ce système, dans l'application. Le système trouve un partenaire idéal pour chaque utilisateur. The system gains insight as each participant progresses through numerous relationships and uses the gathered data to eventually select an ultimate compatible other. Et apparemment, il y aurait un taux de réussite énorme. Je sais plus exactement combien c'est, je crois que c'est quasiment 100%, 99 et des brouettes, quelque chose comme ça. In 99.8% of cases. Et en plus de tout ça, il y a un petit twist dans l'épisode qui rend le tout vraiment assez intéressant. Mais bon, le twist en lui-même n'est pas utile, donc je vais pas en parler. Je vous laisse profiter de l'épisode. Franchement, je vous conseille d'aller le voir. Pour ceux qui connaissent pas Black Mirror, vu que vous avez entendu, c'est la saison 4. Mais en fait, Black Mirror, c'est des épisodes, c'est une série avec des épisodes indépendants, quasiment des petits films à chaque fois en fait. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il y a une sorte de thème de fond. Mais ça sert à rien, Ça ne va pas vous gâcher votre plaisir de ne pas avoir vu les épisodes d'avant. Donc si vous l'avez pas vu, franchement, allez-y. Au pire, regardez juste celui-là. C'est vraiment très cool. Moi, je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. Donc en fait, vous avez compris, cette application qui s'appelle le système, elle est tellement performante, l'IA est tellement bien programmée, tellement bien optimisée, collecte tellement bien les données, elle fait tellement bien les profils, en fait, elle fait tellement bien son taf que chaque personne au monde qui télécharge cette application, donc 99, quelque chose, se retrouve avec la personne idéale. Voilà, trouvée par une application, scientifiquement prouvée, c'est le partenaire optimal pour vous. Alors je sais que moi, ce que j'aime dans la séduction, c'est tous ces moments d'incertitude. C'est-à-dire au tout début, quand on pose le regard sur quelqu'un, ou on l'entend parler, ou on discute un petit peu, et on se rend compte que cette personne nous plaît. Et puis après, il y a un petit jeu qui se met en place. Une fois que nous, on a compris que cette personne nous plaît, on essaye de savoir si l'attirance, elle est réciproque. Donc on essaye de capter les signes, de les interpréter, des fois de les surinterpréter, mal interpréter. Mais en tout cas, il y a cette sorte vraiment de jeu qui se met en place, un petit peu une relation floue. Et du coup, en fonction des conclusions qu'on tire de tous ces signaux, on va peser le pour et le contre. Est-ce que ça vaut le coup d'aller tenter quelque chose? La peur du rejet, est-ce que je vais me faire rejeter? Comment est-ce que je vais prendre ce rejet? Mais d'un autre côté, si je le fais pas, j'ai aucune chance d'y arriver. Du coup, je veux peut-être passer à côté d'une super rencontre. Enfin, c'est tous ces moments-là que j'aime bien, ces moments de malaise, d'ailleurs, on va pas se mentir, mais qui fait que ça donne de la valeur aux relations, ça donne de la valeur aussi à ce qu'on arrive ou pas à obtenir, et ça rend tout ce processus vraiment intéressant. Une de mes citations préférées, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et cette application dont je parlais, l'application Black Mirror, c'est justement vaincre sans péril, parce que ça permet de court-circuiter complètement tous ces moments de malaise et tout ce qui fait la beauté de la recherche de partenaires, selon moi, encore une fois. Mais par contre, il n'y a pas à dire, l'objectif est rempli, c'est-à-dire que le meilleur partenaire possible est trouvé. Tous les gens qui se passent par ce biais dans l'épisode, tout le monde est très heureux. En fait, les couples, après, ils s'aiment vraiment d'un amour véritable, ils passent leur vie ensemble, j'imagine pour la plupart, ils ont des enfants, ils fondent une famille, enfin tout va bien. Donc on se dit que finalement, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que, ok, on court-circuite un petit peu la façon de trouver une relation, mais le but final bénéficie à tout le monde, rend tout le monde heureux. Et donc là, on peut se dire que ce genre d'application, c'est bien pratique. Et justement, le terme de pratique, je trouve que c'est très intéressant d'en arriver à cette conclusion, parce que c'est souvent quelque chose qui est mis en avant pour implémenter souvent des solutions technologiques d'ailleurs, mais ça peut être aussi des solutions un petit peu politiques à certains problèmes de société qui apparaissent. Et on va proposer une solution, donc souvent technologique, comme je dis, et on va, pour la faire accepter par le plus grand nombre, on va mettre en avant vraiment ce côté praticité. Ce côté, ça va vous simplifier la vie. Et comme ça, je pense aux cartes bancaires, à l'identité numérique en ligne, au GPS, aux empreintes pour déverrouiller le téléphone. Tout ça, ça nous a été vendu comme étant bien pratique. Et en fait, ça fait qu'on va se dépêcher de mettre ça en place, puis ça devient quelque chose qui est très accepté et très utilisé, parce que très pratique, simplifier énormément de choses. En fait, ça précipite un petit peu les décisions sur des
des biais, des moyens, des méthodes sans penser finalement aux conséquences à long terme que peuvent engendrer ce genre d'outils. On m'a scanné le QR code. Moi je dis allons-y quoi. Et donc là, c'est exactement ce qui se passe avec cette application. Tous les couples sont très heureux, il n'y a que des bons témoignages, il y a une base scientifique solide, la finalité est très bonne, c'est pratique, donc tout le monde l'accepte. Mais le truc, c'est que dans cet exemple, l'optimisation, qui est ici donc l'optimisation de la recherche de partenaires et de la reproduction, on pourrait dire, eh ben, cette optimisation, elle a lieu à un niveau personnel. C'est-à-dire, c'est les gens qui choisissent individuellement de donc court-circuiter ces moments de malaise dont je parlais juste avant, ces moments d'incertitude dans la séduction, pour trouver le partenaire idéal par un biais technologique. C'est vraiment individuel, un choix individuel. Mais qu'est-ce qui se passe si on passe à un niveau sociétal? Ça va bien se passer, il va bien se passer. Et en fait, c'est pas complètement absurde de penser que la frontière entre l'individuel et le collectif pourrait être amenée sur certains sujets à être de plus en plus floue. C'est déjà le cas en fait. Notre modernité, notre système moderne, que ce soit économique mais même politique, sociétal, se base vraiment là-dessus. Sur cette idée de libéralisme pensée depuis des siècles par des mecs comme Tocqueville, comme Adam Smith, comme Benjamin Constant. Des amis sérieux, comme d'habitude. En fait, eux, leur théorie, ce qu'ils ont posé comme base, c'est que l'homme est foncièrement égoïste, c'est-à-dire ne pense qu'à ses intérêts privés, en priorité absolue, c'est son intérêt individuel qui prime. Et du coup, la meilleure manière de vaincre un petit peu cet égoïsme, en tout cas d'essayer de faire société ensemble, que les hommes construisent quelque chose ensemble sans se foutre sur la gueule, hein, en gros, pour défendre leurs intérêts personnels, et que du coup, on va tous se tirer dans les pattes sans avancer collectivement. Eux, ce qu'ils ont essayé de théoriser, ce qu'ils ont essayé de penser, c'est une sorte de régulation de cet égoïsme, donc par des biais comme le marché, comme le droit, mais ça, on va pas rentrer dans ces considérations-là, mais en tout cas, réguler l'égoïsme inhérent à la nature humaine, en essayant d'aligner les intérêts individuels avec un intérêt collectif. C'est-à-dire, en gros, faire en sorte que ce qui est dans notre intérêt est aussi dans l'intérêt de la société. Et ça, c'est carrément d'ailleurs la vision un petit peu gestionnaire, de management qu'on a au niveau des entreprises. C'est-à-dire que le but, un bon manager, c'est quoi? C'est un mec qui arrive à faire en sorte que l'intérêt d'un salarié, ce soit de travailler plus et de travailler mieux. Si son intérêt c'est de travailler mieux, du coup il va travailler dans son intérêt et dans l'intérêt aussi de la boîte. C'est typiquement ça. Et en fait, on a tendance à adopter cette gestion d'entreprise à une gestion politique maintenant, hein, la fameuse Startup Nation. Bon là, je me suis peut-être un peu égaré, comme à mon habitude, mais en tout cas, l'idée à retenir, c'est cet intérêt collectif, intérêt individuel, qui ont tendance, dans notre société moderne, à converger, en fait. On a tendance à essayer de les faire converger. Et bien en fait, cette idée d'application de rencontre hyper optimisée, cette idée ultra fiable et hyper efficace, ça pourrait se transformer d'un coup en quelque chose de bien moins sexy. Donc c'est là où on revient au fameux plan, un petit peu cette introduction complotiste que j'avais, et que j'avais un petit peu nuancé après en parlant de glissement. On est sur une pente glissante, et que les applications de rencontre, en fait, pourraient être en gros le début de savonner cette pente, si on veut continuer cette métaphore. Si finalement dans le futur, les applications de rencontre se mettent à se transformer pour devenir de plus en plus optimisées, comme celle à la Black Mirror, disons, une application de rencontre parfaite à celle à la Black Mirror, après ça pourrait devenir quelque chose d'autre encore, quelque chose de bien plus insidieux, et vous allez le voir, bien moins souhaitable. Parce que voilà, c'est toujours pareil, une fois qu'on a atteint un objectif, un être humain, il n'en a jamais assez. Et quand notre objectif c'est l'optimisation, il n'y a pas d'optimisation parfaite. Il y aura toujours une étape supplémentaire. Une fois qu'on aura optimisé les rencontres, c'est-à-dire que tout le monde aura trouvé son partenaire de vie idéal. On se dira, ok, maintenant les matchs sont parfaits entre les gens, on a donc une transmission génétique qui est parfaite. Mais à un moment, est-ce qu'on ne voudra pas optimiser ça à un niveau supérieur? Et qu'est-ce que c'est le niveau supérieur de ça? C'est pourquoi s'embarrasser des couples? Parce que ok, ils engendrent des progénitures parfaites, on va dire, ça c'est très bon pour la société dans son ensemble, mais en soi, est-ce qu'on a vraiment besoin des couples? Est-ce qu'une structure familiale, c'est pas un petit peu archaïque? Est-ce qu'on pourrait pas passer au-delà de ça? Parce qu'après tout, ça reste les couples qui ont la responsabilité de l'éducation de leur enfant, et peut-être que à ce niveau-là, ils sont pas forcément parfaits. Et du coup, même s'il y a une compatibilité parfaite entre les deux individus, entre l'homme et la femme, est-ce que ces deux individus, dans leur individualité justement, est-ce qu'ils sont eux-mêmes parfaits? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'optimiser un petit peu tout ça? Est-ce que la structure du couple est vraiment cohérente? En fait, on se dira toujours qu'on n'est pas dans le meilleur des mondes possible. Et là, peut-être que vous me voyez venir,
Mais oui, je vais vous parler d'Aldous Huxley et son livre « Le meilleur des mondes ». Le meilleur des mondes, c'est un roman d'anticipation dystopique hyper connu, quasiment aussi connu que 1984 de George Orwell, et qui a été écrit un petit peu avant. En fait, Orwell, c'était même l'élève de Aldous Huxley à l'université. Je crois que Aldous Huxley était le professeur de français de George Orwell à l'université. Et personnellement, même si 1984 est très bon, et d'ailleurs il est souvent rabâché un petit peu à toutes les sauces, mais moi je préfère Le meilleur des mondes parce qu'il y a une dimension non coercitive au totalitarisme qui est montrée dans le livre. C'est-à-dire que dans 1984, c'est quand même, il y a une sorte d'autorité très forte, que tous les comportements déviants, enfin tout le monde a peur en fait. En fait, tout le monde a peur de dévier de la norme. Et les comportements déviants, il y a une grosse répression qui est mise en place. Il y a même carrément du lavage de cerveau, quoi, en fait. Pour faire rentrer les personnes qui sortent du moule, on les fait rentrer, voilà. Il y a une surveillance très pointue à travers des écrans qui filment les gens chez eux 24 heures sur 24. Enfin bref, c'est très coercitif, justement. Alors que dans Le meilleur des mondes, il y a ce côté, en fait, où tout le monde, toute la population est heureuse. Tout le monde accepte son sort et même n'a pas l'impression que c'est un sort. Ils n'ont pas l'impression d'être dans une dictature. Ils n'ont pas l'impression que leur comportement soit brimé. Et en fait, c'est vraiment pas le cas. Le gouvernement essaye de faire en sorte que tout le monde soit content, soit réjoui de son sort. Et ça, je trouve que ça correspond beaucoup plus au type de société vers lequel potentiellement on se dirige. Je pense que les dictatures très fortes, très répressives et coercitives avec un pouvoir très fort, c'est un petit peu... c'est démodé, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'était au XXe siècle. C'était le nazisme, c'était le stalinisme, c'était Mussolini, c'était voilà, le fascisme à la mode des années 50. Des années 40 d'ailleurs plutôt. D'ailleurs, il y a une phrase de Huxley qui est très connue, qui tourne assez souvent, et qui, d'ailleurs, je crois qu'elle est un petit peu déformée, et même qu'elle ne vient pas directement de son Le meilleur des mondes, mais qu'elle vient du roman qu'il a écrit après, enfin c'est pas un roman d'ailleurs, du commentaire. En gros, il a écrit un livre 20 ans après Le meilleur des mondes, il a écrit Retour au meilleur des mondes, qui est un commentaire, une sorte d'état des lieux, 20 ans après son livre, qu'est-ce qui s'est passé, comment la société a évolué depuis, etc. C'est un petit commentaire de son propre livre, et dedans, il y a une phrase qui résume un petit peu ce que je viens de vous dire. Alors je vais la dire de mémoire, donc peut-être que ce sera pas correct. De toute façon, comme j'ai dit, elle est dévoyée à la base. Mais c'est la dictature parfaite aura l'apparence d'une démocratie, une prison sans murs, dont les prisonniers ne songeraient même pas à s'échapper, un système d'esclavage où grâce au divertissement et au plaisir, les esclaves adoreront leur soumission. Quelque chose comme ça. Donc, la dictature parfaite, c'est une démocratie déguisée où les gens qui font partie de cette société, en fait, ne considèrent même pas être en dictature et sont très heureux. Et ça, c'est le meilleur des mondes. Et donc ça illustre parfaitement ce dont je veux parler depuis le début. C'est pour ça que je parlais d'un glissement. C'est-à-dire que si une dystopie technologique se met en place, ce ne sera pas le fait d'hommes très puissants qui se réunissent dans des salles obscures, mais ce sera le fait d'une volonté collective. Je pense que même quand je vous parle de ça, et quand vous lisez un livre comme ça, on peut se dire « Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait très bien se diriger vers ça ». Donc ça veut dire qu'on le sait finalement, ça veut dire qu'on est complice de ça. Donc ce sera pas quelque chose de répressif et de contraignant, ce sera quelque chose qu'on aura accepté par léthargie, par confort, par praticité, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est bien pratique finalement, notre bonheur est pris en charge. Voilà, il y a beaucoup plus de choses, il y a de plus en plus de choses qui sont prises en charge par l'État maintenant, que ce soit financière, etc. L'État prend de plus en plus de place dans la vie des gens. Et finalement, est-ce que c'est pas bien confortable, hein? Est-ce que c'est pas confortable que notre bonheur soit garanti par l'État? Magnifique, n'est-ce pas? Une prison sans mur, dont on ne chercherait même pas à s'échapper. Bon, encore une fois, je suis un peu parti dans tous les sens, mais si on revient à notre sujet de base qui est la reproduction, et qu'est-ce qui pourrait être mis en place de pire qu'une application de rencontre ultra optimisée, et bien là, il faut que je vous parle du tout début du meilleur des mondes. Alors moi déjà, j'aime beaucoup le début des romans dystopiques, ou en tout cas des romans d'anticipation, qui sont souvent dystopiques, on va pas se mentir, parce que en fait, on a la vision de l'auteur sur le monde qu'il a imaginé. Il nous montre un petit peu comment il a imaginé son futur, comment est organisé le monde. Des fois, il y a des petites inventions de nouvelles technologies, voilà, des relations humaines, etc. J'aime beaucoup le début. Et dans le début du meilleur des mondes, on arrive directement dans une usine. Et c'est vraiment, en plus, c'est assez bien fait parce qu'on suit une sorte de groupe qui eux aussi font la visite de l'usine, c'est-à-dire qu'ils savent pas trop à quoi s'attendre, enfin ils savent ce qu'ils vont visiter, mais ils savent pas trop comment ça fonctionne et tout ça, et donc on est face à un scientifique qui nous explique ce qui se passe dans l'usine et tout le processus. Et il se trouve que c'est une usine à
comment dire ça, une usine à enfants, une usine à bébés. C'est-à-dire qu'il y a des éprouvettes. C'est la reproduction du meilleur des mondes, c'est une reproduction de synthèse. Et donc le scientifique, il va faire le tour à tout ce petit groupe pour leur expliquer comment ils font. Voilà, quelles sont les différentes étapes, ou de quels produits ils se servent, qu'est-ce qu'ils versent dans les éprouvettes, combien de temps ça met. C'est très rapide, c'est très rapide en plus. 9 mois c'est démodé, là ça carbure. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'après donc ils sortent de l'usine et ils discutent un petit peu, et en fait l'auteur nous fait comprendre qu'il y a en fait plus du tout d'enfants qui ont une conception naturelle. Et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que c'est considéré comme contre nature. D'avoir un père et une mère, en fait même le mot de papa et de maman est tabou. Ça fait rire, d'un rire gêné, voire même on se moque de ceux qui osent même penser ça. On est très loin d'une conception normale de famille. Voilà, c'est-à-dire que tout le patrimoine génétique est assuré en laboratoire. Et en fait, le but ultime de cette création d'êtres humains synthétiques, si on veut, c'est de pouvoir leur assigner des rôles à la naissance. Il y a différentes castes, en fait, qui sont avec l'alphabet grec, donc les alphas, les bêtas, gamma, etc. Et chacun a une tâche assignée, ou en tout cas un niveau social. Les alphas, ce seront des membres du gouvernement. Les bêtas, ce seront des membres de l'administration. Les gammas, ce seront des salariés. Et les epsilon, qui sont... Je crois que c'est les epsilon qui sont tout en bas. Eux, ce seront les mecs qui travaillent à l'usine, qui sont... et encore, l'usine, c'est peut-être... qui vont à la mine, enfin, c'est le bas du panier, qui font des tâches, en tout cas pas du tout intellectuelles, seulement physiques. Et eux, ils sont condamnés à une vie de misère, en gros. Et à tel point, ils sont condamnés que dans cette usine, où les enfants sont biologiquement fabriqués, où les fœtus, en fait, sont mis en place, il y a différentes qualités de produits qui sont versés dans les éprouvettes en fonction de la caste à laquelle la progéniture du coup va appartenir. C'est-à-dire que les alphas, je crois qu'il y a même des super alphas ou un truc comme ça, ils ont des produits de super qualité, ils ont vraiment, pour que les chromosomes soient parfaits. Et les epsilon, eux, on leur met un peu de la merde, quoi. On leur met un peu de terre, je crois qu'on leur met carrément, on leur verse de l'alcool en fait. Voilà, de l'alcool directement dans les éprouvettes, comme ça t'es sûr que le mec... Et du coup, ce qui est marrant dans tout le récit, c'est que personne ne se plaint de sa condition. En fait, les epsilon, ils trouvent juste ça normal. C'est comme ça, le monde existe comme ça. Tout le monde est très content. Parce que, en plus de tout ce côté biologiquement programmé, il y a aussi l'éducation qui est prise en charge, comme il n'y a pas de parents, l'éducation est prise en charge par le système, entre guillemets. Les gens s'éduquent entre eux, et du coup, au fur et à mesure, quelques générations, là pour le coup, la sélection naturelle, elle est déjà un peu moins naturelle, et en plus, elle se fait sur des générations sur un temps assez court, parce que tout est optimisé, justement. Et du coup, personne ne se plaint de son rôle, en fait. Tout le monde est heureux. Alors bon, il se trouve que le personnage principal l'est un peu moins, et c'est forcément, c'est dans un livre comme ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte un petit peu du lot. Mais en fait, même le sort qu'on réserve aux gens qui sortent un petit peu du moule, comme le personnage principal, il n'est pas si terrible. Alors je vais pas spoiler la fin. Et en fait, ce livre, il nous fait réfléchir sur des sujets vraiment très vastes, comme le libre arbitre, que j'ai déjà un peu évoqué avant, mais aussi la liberté, ou même tout simplement le bonheur en fait. Et en plus, ça nous met un petit peu mal à l'aise, parce que même si on sait qu'on est quand même assez loin d'une telle dystopie, d'une telle société, on sent quand même qu'il y a des mécanismes de pensée, comme je parlais de la déresponsabilisation, de tout remettre dans les mains de l'État, de ne plus savoir comment fonctionne le monde aussi, de s'en remettre à des outils technologiques qu'on serait bien incapable d'expliquer avec des mots simples. On se sert de nos téléphones, on se sert de nos ordinateurs, on se sert d'Internet. On commence de plus en plus à se servir de choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça, on sent que potentiellement, on est sur une pente glissante. Et vraiment, quand on ne comprend plus notre environnement, quand on ne maîtrise plus rien autour de nous, on sent qu'on perd du pouvoir sur notre vie et de la liberté. Même si on a un petit peu perdu le sens du mot liberté, justement, on le perd de plus en plus. Et il faut faire attention, parce que cette prison sans mur, que je parlais un petit peu, la citation d'Aldous Huxley, on peut vite s'y retrouver. Et le truc, c'est qu'une fois qu'on est dedans, on se rend pas compte qu'on est en prison. Bon voilà, peut-être qu'on s'est encore une fois éloigné du sujet principal, qui sont les applications de rencontre, mais c'est la base, c'était le socle qui a amené vraiment toute cette réflexion. Tout ça, c'est parti des recherches et de l'écriture que j'ai fait pour la vidéo sur ma chaîne principale, qui doit être disponible normalement actuellement. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un cheminement de pensée que j'ai assez souvent et qui me frustrait énormément dans mes vidéos sur ma chaîne principale, parce que souvent j'ai un sujet et j'ai plein de choses qui me viennent en tête et ça part un petit peu dans tous les sens, et du coup j'ai du mal, comme j'ai envie de garder sur la chaîne principale ce côté un petit peu clean, les explications un peu claires, ne pas présenter trop de livres différents dans une même vidéo, parce que
lire ça prend du temps, et puis si on en a trop, on peut être un petit peu submergé. Moi, mon but principal, c'est quand même que les gens ouvrent des livres, qu'ils se disent qu'en lisant des livres, on peut avoir des réflexions sur le monde, sur la vie, et que ça donne envie de lire les livres dont je parle. Donc si je parle de trop de trucs en même temps, ça peut un petit peu effrayer, donc c'est pas le but. Et du coup, j'ai très envie de commencer à faire des vidéos dans ce style-là, sur la chaîne secondaire, qui sont propices à digresser. C'est ce que j'aime faire, voilà. Ça me permettra d'aborder des sujets, parce qu'en fait, souvent, j'écris une vidéo, et je me dis, putain, j'aimerais bien parler de ça, mais là, ça va faire trop. Et du coup, je dois le mettre de côté. Mais en fait, je me dis, là, je viens d'y penser là-dessus. C'est vraiment très propice à en parler. Comment est-ce que... Enfin, ça se trouve, j'aurais plus l'occasion d'en parler. Et donc, j'ai envie que cette chaîne secondaire, ce soit un petit peu l'espace pour faire ce genre de vidéo, avec du coup, qui me prendrait moins de temps, où j'ai juste à parler face caméra comme ça. Pas de montage, ou quasiment pas de montage. Peut-être un petit peu quelques trucs par-ci par-là pour rendre un petit peu plus dynamique, mais... Voilà, des trucs beaucoup plus épurés, où j'ai pas aussi un script complètement détaillé, parce que moi, il faut savoir, sur ma chaîne principale, le script, il est au cordeau, quoi. C'est vraiment virgule par virgule, tout est prêt. Là, pas du tout, je pense que ça se voit. Et du coup, voilà, ça me permettrait d'avoir plus de liberté, de compléter un petit peu les vidéos qui sont sur ma chaîne principale. Je sais pas si ça vous intéresse, moi ça me plaît. Donc si vous en êtes arrivé jusque-là, s'il vous plaît, mettez un commentaire, dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse. Alors après, ça sera un petit peu biaisé, parce que si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est sûrement que ça vous intéresse. Et bref, dites-moi si vous voulez voir plus de choses comme ça. En tout cas, moi, je pense que je vais continuer jusqu'à ce que j'ai assez de commentaires négatifs qui me disent que non, ça ne sert à rien et c'est complètement inutile. Mais en tout cas, moi, ça, j'aime beaucoup, déjà personnellement, intellectuellement, parce que mettre des mots sur des sujets qu'on a dans la tête, c'est vraiment hyper utile pour clarifier notre pensée. Donc moi, rien que moi, faire cette vidéo, en fait, ça m'est bénéfique. Même si elle fait 2 vues, ce sera quand même une réussite. Donc voilà, je vais continuer à le faire. Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là, ça me fait grand plaisir. Je vous dis à bientôt, parce que oui, ce genre de format, comme c'est plus simple, ça me prend moins de temps, je vais pouvoir en faire plus. Et voilà, merci à tous.